Bonjour à tous. Merci d'être venus voir cette présentation. Alors, je suis là aujourd'hui pour quelque chose d'assez particulier. Je dois vous présenter ce que c'est que l'intelligence artificielle. J'ai à peu près 45 minutes, donc c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a beaucoup de concepts à voir. Donc je vais me présenter assez rapidement. Aurélien Verleyen, moi je viens du monde des ESN. Donc j'ai commencé dans le web en 2005, vous étiez pas né, hein, enfin quasiment aucun d'entre vous était né. Non, vous allez voir, je suis taquin, si vous étiez né, mais vous étiez tout petit. Ou moins petit d'ailleurs. Et donc je suis né dans un monde où l'informatique commençait à pointer, le numérique notamment et le web. Mais en ce temps-là, on n'avait pas de téléphone, l'iPhone n'est apparu que 4 ans plus tard. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas... Facebook, ça vous paraît loin, vous, mais moi, ça me paraît quand même assez près. Amazon commençait à poindre et Google avait 5 ans. Donc, en gros, j'ai commencé dans ce monde-là et j'ai découvert notamment un concept qui s'appelle le Big Data et toute la redirection marketing et tout ce qui est Google Analytics. Et ça, c'était les prémices de l'intelligence artificielle, parce qu'en fait on commençait à collecter des volumes de données assez énormes et on pouvait commencer à les traiter enfin. Alors forcément, pour ceux qui font, je pense qu'il y a des cursus ici qui doivent être des cursus vente et commercialisation et marketing, forcément, pour ces cursus-là, c'est évident aujourd'hui, mais en ce temps-là, capter des données sur un utilisateur qui vient faire ses courses sur un site internet, en fait c'était assez génial. Et donc voilà, j'ai commencé à suivre ce mouvement-là, puis je me suis dit, moi le marketing, ça m'intéresse pas trop. Vendre plus, ça correspond pas à mes ambitions, même si pour faire tourner une entreprise, il faut quand même faire du chiffre d'affaires, puisque j'ai créé ma propre entreprise. Mais j'ai décidé d'utiliser l'intelligence artificielle dans l'industrie. Voilà, donc je me suis dit, où est-ce qu'il y a un enjeu? Il y a un enjeu dans l'industrie agroalimentaire, et en fait aujourd'hui, Dataswati fait des IA qui assistent les industriels de l'agroalimentaire pour mieux produire. Donc réduire la perte matière, réduire les consommations d'énergie, mieux produire, et tout en étant plus vertueux, et surtout s'adapter à un monde qui change, parce que le monde va changer et vous allez le connaître, nous aussi d'ailleurs, mais vous êtes quand même plus jeune que moi et vous allez le connaître, et ce monde qui change va devoir s'adapter, et s'adapter très vite, et donc manager notamment mieux des savoir-faire. Donc pour faire ça, j'ai décidé de créer Dataswati, et je viens d'être racheté par une boîte qui s'appelle Vive Software, et je suis très content d'être racheté parce que ça m'enlève plein de problèmes, et ça me permet de me concentrer sur la solution, et ça me permet d'avoir un petit peu de temps aussi de venir vous présenter des choses, parce qu'il y a encore quelques mois ça aurait été compliqué. Voilà, donc je vulgarise aussi beaucoup sur l'intelligence artificielle, même si ce monde évolue énormément aujourd'hui, notamment avec ChatGPT, mais vous allez voir, on va l'utiliser un petit peu. Juste pour me présenter moi, parce que ça c'est important, je suis associé de Time for the Planet, donc je vous invite à le faire, hein, c'est quelque chose d'assez intéressant. Je suis président d'ILO 21, qui est un incubateur à Glo 21 ici, donc il y a un Startup Weekend dans pas longtemps, le 16-17 novembre, donc n'hésitez pas à venir, au moins participer le vendredi soir, parce que ça peut vous intéresser, c'est pour de la création d'entreprise, mais c'est participer pendant un week-end à élaborer un projet, et vous finissez par pitcher, puis vous voyez si le projet gagne. Donc on organise le Startup Weekend. J'ai un projet industriel à Coutances, mais ça je vous en parle pas trop. J'ai été un peu sportif, ça se voit plus trop, mais je l'ai été. J'accompagne des filles aussi en foot, parce que je suis pour le développement et l'essor du foot féminin, parce que j'en ai marre de voir que des mecs. Donc j'ai aussi ma fille qui est dedans, donc forcément je suis un peu parti pris. Puis je suis sponsor, je fais du théâtre, je suis passionné par tout ce qui est art, et il n'est pas impossible que je vous fasse une ou deux réflexions d'OSS 117, mais ça, pour les connaisseurs, peut-être pas pour les connaisseurs, vous allez peut-être vous y retrouver. Donc, je me suis dit aussi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre les fonctionnements de l'IA et ses conséquences sur nos métiers et nos vies. C'est trop ambitieux en 45 minutes, mais en même temps, je voulais le faire, et c'était vachement important. Puis, on m'a dit, une de mes employées m'a dit, Aurélien, tes conférences sur l'IA commencent à être un peu vieillottes. Bon, je l'ai mal pris, puis après j'ai dit je vais quand même l'écouter. Et j'ai dit alors comment on fait pas vieillot, puis j'avais pas le temps, puis j'avais pas envie, puis je me suis dit on va demander à ChatGPT en fait. D'ailleurs, tant qu'à faire, on va lui demander à ChatGPT tiens, si tu pouvais nous générer une petite conférence comme ça toute faite. Bon, comme j'ai pas eu le temps de le faire, on va le faire maintenant. Alors, ChatGPT, qui a utilisé ChatGPT ici? Ah voilà, vous y êtes tous. Alors, ma question est, puisque ChatGPT répond à tout,
Pourquoi êtes-vous là? Parce que finalement, vous devez avoir cette information sur l'intelligence artificielle. J'ai pas besoin de vous la faire. Bon, donc, on va lui faire une petite demande à ChatGPT. Alors, pour vraiment faire super hype, je vais lui parler, comme ça va être encore génial, je vais pouvoir parler à l'intelligence artificielle. On va lui demander, donc je vais lui dire, je vais vous demander juste du silence, parce que je pense que ça va sinon perturber. Alors, voici le contexte. Je dois faire une conférence sur l'intelligence artificielle auprès de personnes qui ne connaissent rien. J'ai 45 minutes. Peux-tu me sortir un plan détaillé, s'il te plaît? Alors le s'il te plaît ne sert strictement à rien avec une intelligence artificielle, mais comme on a l'impression de parler à quelqu'un, alors, bon, ce qui est génial, c'est qu'elle vous répond toujours oui. Donc ça, j'adore. On répond toujours oui. Ça, je rêverais d'avoir des employés comme ça, moi. Des employés, ah bon oui, bien sûr, mais avec plaisir, monsieur. Voilà. Non, je suis pas d'accord. C'est le rêve. Bon, alors, en 45 minutes, qu'est-ce qu'elle nous propose? Bon, déjà de faire une accroche. Bon, j'ai déjà faite. Une présentation, expliquez brièvement votre objectif. Bon, bah, je pense que c'est déjà fait. Donner une définition de l'IA. Ah, on va commencer à y faire. Ok. Normalement, il me demande de me présenter la dernière fois, mais vous voyez, il me génère pas la même chose. Ok, les fondements de l'IA, historique. Histoire de l'IA. Qui sait quand l'IA est apparue pour la première fois? Quelle période, hein, parce qu'on va pas faire une date. Alors, oui, c'est une définition, mais bien encore avant. Premier réseau de neurones, 1960. Alors par contre, c'était des réseaux mononeuronaux, donc forcément, c'était pas très équilibré, mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle d'équilibre. Mais 1960, on crée les premières IA, ou les premiers concepts de réseaux de neurones et de systèmes apprenants. Et effectivement, après, non, c'était juste des informaticiens qui étaient dans leur coin pour faire des calculs physiques, qui s'étaient dit, tiens, ça serait intéressant de le faire différemment. Et on galère pendant 20-30 ans, hein, clairement, on fait rien. Après, on sort les systèmes experts, et puis en fait, ça s'accélère énormément, mais alors énormément, à partir du moment où on est capable de collecter de la donnée en volume. Parce que en fait, vous allez voir que tout ce que je vais vous présenter, ça nécessite de la donnée en volume, et ça commence avec le web. Et le web, c'est quand même un grand supermarché dans lequel vous allez, à chaque fois que vous vous connectez, alors là, on vous trace, alors dans tous les sens. Bon, je pense que vous en parlerez sûrement aussi beaucoup mieux que moi, mais on vous trace, on sait tout ce que vous faites par rapport à un supermarché normal, on sait tout ce que vous faites, le nombre de clics, là où vous mettez votre curseur, on pourrait suivre vos yeux, on le ferait aussi, enfin voilà, c'est génial. Et donc on génère beaucoup de données, et pour traiter cette donnée, on a deux choix, soit on la traite à la main, soit on la traite en automatique, et comme la traiter à la main c'est compliqué, on va commencer à faire des systèmes automatiques, et c'est là que va poindre les premiers algorithmes open source, et qui vont commencer à être efficaces, puisque on associe la quantité de données avec la capacité de traitement. Parce que c'est pareil, vous avez la loi de Moore, qui est toujours vraie d'ailleurs, mais qui va permettre de traiter dans des temps à peu près raisonnables les choses. Et là, dans les 10 dernières années, on a diminué par plus de 1000 les temps de traitement pour les mêmes sujets d'il y a 10 ans. Donc, en gros, c'est ça qui permet l'avènement de l'intelligence artificielle telle que on va la voir aujourd'hui, je vais vous la montrer. Et puis, le fait associé aussi qu'on l'a mis en action régulièrement et que vous en utilisez assez régulièrement sans vous en rendre compte, même par vous-même. Premier cas d'intelligence artificielle que vous utilisez au quotidien, c'est sûr. Votre avis? Alors ouais, pour ceux qui produisent du code, mais j'en vois pas encore beaucoup. Ouais, dans votre téléphone, mais même sans téléphone, vous l'utilisez, on l'utilise depuis longtemps. La recommandation, alors Google par exemple, est reconnu comme une intelligence artificielle, même si c'est très loin de ce qu'on peut faire maintenant. Mais voilà, ils se font dépasser d'ailleurs par les IA génératives. Mais vous avez aussi la recommandation dans Amazon quand on vous vend quelque chose en plus, parce que quand vous étiez pas né, c'est-à-dire en 2006, pour la plupart, en gros, vous aviez des recommandations vraiment pourri. Et en fait, petit à petit, les recommandations sont devenues tellement intelligentes que vous doublez facilement votre panier à chaque fois. À chaque fois que vous allez sur Amazon, vous avez une chance sur deux de doubler votre panier. Automatiquement, parce que les recommandations sont bonnes, parce que ça vous donne envie d'acheter, etc. Alors, bon, voilà à quoi a servi au départ l'intelligence artificielle. C'est pas très, pour moi, c'est pas très fun, c'est pas quelque chose qui a du sens pour moi. Mais grâce à ça, on peut utiliser des algos pour faire plein d'autres choses que je vais vous montrer. Ok, là je veux présenter les concepts de base et la définition de l'IA. On va partir là-dessus. Ça tombe bien parce qu'on m'a dit que j'étais has-been, mais finalement, en fait, ce qui est proposé là, même à chaque fois que je pose la question, c'est exactement les slides que j'avais avant. Donc j'ai pu dire à ma collaboratrice, je suis has-been, mais j'ai quand même le bon plan normalement. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Allez, c'est parti. Définition de l'IA.
L'IA est un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser, à faire réaliser par des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Alors attention, de simuler l'intelligence humaine, il y a plusieurs gradients, clairement. Vous allez voir qu'on n'y est pas encore à simuler vraiment l'intelligence humaine, ou plutôt l'esprit humain, ce qu'on va appeler l'esprit humain, on ne va pas y être. Mais néanmoins, dans ce domaine-là, on va commencer à être vraiment très bon, parce que vous avez vu la réponse de ChatGPT, ça me donne l'impression, puisque je lui dis même s'il te plaît, donc ça donne l'impression que je parle à quelqu'un. Donc vous avez la dernière hype, les IA génératives. Alors celle-là, c'est ce qui aujourd'hui casse un petit peu tous nos codes, et ça fait pas longtemps, ça fait même pas un an que les premières ChatGPT sont sorties. Moi, mon associé m'en parle depuis quand même 4-5 ans, et donc ça fait 4-5 ans que il travaille à des modèles, mais aujourd'hui c'est devenu assez poussé. Donc on peut générer du texte, forcément ChatGPT bombarde, je vais pas l'utiliser parce qu'il est pas très performant aujourd'hui, mais il le sera demain. Midjourney, vous connaissez ? Générateur d'images, pour ceux qui ont uniquement sur Discord, mais qui est très performant. Il y en a plein d'autres, voilà. Donc l'enjeu c'est ça. Vous avez dans cette zone-là ce qu'on appelle le deep learning, parce que souvent les clients adorent vous parler du deep learning. Pour vendre une prestation, dites que vous faites du deep learning. Après ils n'iront pas vérifier. Deep learning, c'est du réseau de neurones profond. Donc on va traiter de l'information avec des réseaux de neurones très structurés. Donc en fait, il y a encore quelques années, on était en train de détecter, on était en train de travailler sur je détecte que c'est un chat, puis après je le boxe, puis après je multiboxe, puis après je boxe très précisément. Avant de générer des images, on a commencé par ces points-là. Et pourquoi d'ailleurs on a commencé par ça ? Pourquoi on s'est amusé à scanner des images comme ça ? Quelle est la bonne idée qu'ont eu notamment les ingénieurs de Google ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on boxe des sujets sur une image ? Pour la sécurité, non, je pense pas. On l'utilise comme outil de sécurité, mais non, je pense pas. Pour les réutiliser, pour faire quoi ? On générait pas en ce temps-là. En 2016, on générait pas d'image. C'était très compliqué de générer une image avec un réseau de neurones. Oui, mais pourquoi on le fait ? Parce qu'il y a toujours une vocation commerciale derrière. En fait, dans le monde du web, je sais pas si vous êtes aperçu qu'il y a quand même dans le monde du web une partie textuelle. Mais on n'a pas que de la partie textuelle. C'est-à-dire que vous allez quasiment plus sur Wikipédia, vous allez voir des vidéos tuto YouTube. Allez, vous allez sur Wikipédia parce que ça arrive en premier, mais clairement, s'il y a un tuto YouTube ou s'il y a une explication sur Wikipédia, je vous fais le pari, même moi, que je vais d'abord voir la vidéo YouTube. Or, en fait, on a deux types de données. On a des données qui sont images et vidéos et son. Et de l'autre côté, on a des données textuelles. Et c'est pas du tout les mêmes façons de les traiter. Et les données images ont commencé dans les années début 2010 à dépasser la quantité de données textuelles. Et donc, pour vendre mieux et pour savoir notamment à repérer ce qu'il y avait sur les images, Google en avait besoin puisqu'on commençait à partager beaucoup plus de contenu visuel que textuel. Or, Google, le moteur de recherche, fonctionne que sur du textuel. Enfin, fonctionnait parce que maintenant, on peut mettre des images. Donc, on avait besoin de faire ces détections automatiques de ce qu'il y avait sur les sites pour vérifier que si je mettais en bas que c'était un petit chat puis que je balançais, je sais pas, n'importe quelle autre image, pour pas que Google dise « Ah bah oui, c'est un petit chat » alors que la photo n'était pas un petit chat. Bon, je vous épargne les détails, mais la moitié du web est du porno. Donc forcément, ceux qui poussaient du porno s'amusaient avec ça et généraient des faux contenus qui permettaient en fait de référencer et de passer en premier sur les premières pages. Voilà pourquoi au début ça a été fait. Ça a été aussi utilisé pour le marketing. Pourquoi ? Parce qu'en fait repérer comment les gens s'habillent sur les réseaux sociaux, c'est vachement pratique pour vendre des fringues. Etc., etc., etc. Et ça a été utilisé aussi, on s'est dit tiens, mais si on s'amusait aussi à détecter des patterns, ce qu'on appelle des patterns sur une image pour un truc qui ne marche toujours pas d'ailleurs, enfin qui marche pas bien, mais ça fait 5 ans qu'on doit en avoir, d'ailleurs moi je suis venu avec ce genre d'objet et je l'ai piloté moi-même, mais voiture autonome. Ça fait longtemps qu'on nous la vend. Elle fonctionne sur autoroute toute droite, ça marche. Sur petite route de montagne face au soleil, c'est plus compliqué. Clairement, en fait, ça a permis aussi de créer de nouveaux usages, type la voiture autonome de Google, et pas que de Google, Microsoft s'y est mis, tout le monde s'y est mis. Voilà. Donc cet enjeu-là, en fait, on a travaillé beaucoup sur l'image. Et puis l'image est une donnée qui contient énormément de contenu et de données. Bon, vous avez aussi tout ce qui est devenu facile à utiliser, Google Trad. Vous avez un Shazam. Je ne sais pas si vous connaissez Shazam.
Bon ben voilà, Shazam, ça date d'il y a plus longtemps, mais c'est les premiers. Alors je l'ai mis dans le deep learning, je suis pas sûr. Je pense qu'au début, ils travaillaient plutôt dans ce qu'on appelle le machine learning, qui est une version un peu plus light des choses, qui n'est pas des réseaux de neurones, hein, qui est plutôt des arbres de décision. Et en gros, Shazam, je pense qu'ils sont entre les deux, mais ils se sont mis un peu au deep learning. Mais clairement, je prends un extrait de son et j'essaye de l'identifier, de le rapprocher de quelque chose. Mais vous en avez foultitude de choses comme ça. Et donc, dans le deep learning, vous avez aussi le machine learning, et le machine learning, c'est la version la plus standard, sur laquelle on peut travailler aussi, notamment beaucoup sur des logiques de série temporelle. Bon, je vais pas trop vous ennuyer là-dessus, mais effectivement, la série temporelle est très utilisée. Très utilisée, par exemple, dans mon outil, parce que nous, les industriels, 80% de leurs données sont uniquement des données en 1, 0 et des valeurs. Donc en fait, on traite beaucoup de la série temporelle, beaucoup moins d'images, mais on va bientôt faire de l'IA générative, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Voilà, et donc vous avez deux types de données, les données qu'on appelle non structurées, que vous avez à votre gauche, et les données structurées. Données structurées, c'est votre relevé de notes, je ne sais pas si vous avez encore des notes, et données non structurées, c'est les commentaires de ce relevé de notes, plus les vidéos, les images et tout. Ça contient beaucoup plus d'informations que ça, et ça pèse beaucoup plus lourd que ça. D'ailleurs, vous regardez une image, ça pèse 1 méga. Faites un fichier avec un texte et obtenez 1 méga de contenu, sauf si vous faites un fichier Word, parce que le fichier Word, par défaut, prend presque 1 méga, rien qu'à lui tout seul. Mais clairement, si vous faites juste un petit fichier texte, pour remplir 1 méga, bon courage. Voilà. Donc tout ça, ça fait que aujourd'hui, en fait, on est capable de traiter et on va beaucoup plus vers du contenu non structuré, parce que de toute façon, on pense en non structuré. Voilà, j'ai fait la définition de l'IA. Est-ce que j'ai fait ce que ChatGPT m'a demandé? Oui, j'ai fait. Concept de base. Expliquer les concepts fondamentaux de l'IA, comment l'apprendre. Ah, voilà, on va passer à ça. C'est comment une IA fonctionne, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse, parce que là, on vient de passer les grands concepts, mais on va expliquer comment l'IA fonctionne. L'IA, il faut imaginer que c'est une boîte. Donc, vous connaissez les concepts de systémique? Vous en avez peut-être fait des concepts de systémique? Edgar Morin, tout ça. Bon. Concept de système, c'est de se dire qu'en fait, un système fonctionne par son ensemble selon des règles et va recevoir des informations de l'extérieur et repousser des informations et va évoluer dans un contexte de système. L'IA, c'est la même chose. C'est un système, c'est un algorithme qui apprend tout seul. Voilà, c'est ça l'avantage. Donc pour ceux qui ont l'habitude ou qui font du code, vous faites des if et des conditions et des where et des trucs. Et là, en fait, vous imaginez que l'algo va se former tout seul. C'est-à-dire qu'au départ, il est vide, et puis au fur et à mesure, il va se former. Donc en fait, vous allez lui fixer un objectif qui, lui, va être transcrit sous forme de vecteurs. Voilà. J'irai pas plus loin dans les mathématiques, mais clairement, c'est des vecteurs avec n inconnus. N étant variant entre 3 et 100 000, et plusieurs milliards pour ChatGPT. Tous les vecteurs de points d'entrée. Et une fois que vous avez ça, cette équation va se formuler. Comment elle va se formuler, à votre avis ? Comment elle se formule? C'est-à-dire qu'en gros, j'ai une équation, mais qui est vide. Comment je la remplis? Comment je la formule? Alors, pas des mots-clés, mais je vais la formuler avec ce qu'on a, une base d'apprentissage. Je vais la nourrir, donc avec une base d'apprentissage. Et cette base d'apprentissage est plutôt prise dans un contexte. Et donc, en gros, par exemple, ChatGPT, c'est quoi sa base d'apprentissage? Le web entier. Exactement. Ils ont absorbé le web entier. Alors, je vous laisse imaginer les pétaoctets. Le péta, c'est 1000 fois terrain. Clairement, c'est énorme. Donc, en fait, c'est ça qui a pris du temps, plus les modérations, parce qu'en fait, ChatGPT, on lui fait pas dire ce qu'on veut. Mais heureusement, mais j'ai testé, on peut le contourner. Mais voilà. Donc, oui. Vous avez la version payante? Oui, moi, j'ai la version payante. Oui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il scanne sur le web en live. Il fait les requêtes automatiques en live et il va chercher des dernières données. Mais, pour 20 balles, ça peut valoir le coup, mais tout dépend de l'usage. Vous allez, testez-le, puis vous le testez un mois, il n'y a pas d'engagement, donc testez-le. Mais vous allez vite l'arrêter, je pense, parce que clairement, en fait, c'est quand même assez limité. Parce que l'enjeu n'est plus dans la réponse, mais l'enjeu est dans la question, en fait. Et donc, si on ne sait pas ce qu'on cherche, ça va pas nous faire trouver des trucs. Hein. Ça va pas nous rendre riches, quoi. C'est ça que je veux dire. Parce que je lui ai demandé, quand même, je suis pas complètement con. J'ai dit, j'ai mis 20 balles, je voudrais devenir riche. Bon, il a pas su me répondre. Hein. Il m'a expliqué, mais des trucs que je savais déjà, quoi. Donc, clairement, il n'y a pas de secret, quoi. Contrairement aux pubs qui nous le font croire. Bon, donc, la base d'apprentissage, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'une IA sans base d'apprentissage, ça ne fait rien. C'est un algorithme vide. C'est des vecteurs vides, il n'y a que des zéros partout et c'est initialisé. Alors on peut
s'amuser. Un data scientist vous dirait, data scientist, c'est ceux qui bossent sur ces algos, il vous dira, bah oui, je peux le fine-tuner au départ, etc. Ouais, certes, mais ça c'est ta petite crème, mais entre guillemets, ça ne sert strictement à rien. Donc sans la base d'apprentissage, on ne fait rien. Donc on ne peut apprendre que ce qu'on a sous forme de données. Donc déjà par défaut, mais vous verrez, on a un biais. Et puis l'idée, c'est qu'une fois qu'il est entraîné, bah, l'algo, il va dire, ok, globalement, bah, file-moi des données en entrée, et moi je vais te faire un calcul d'une réponse en sortie. Rien de plus que ça. Et il va vous calculer la plus probable. Donc ChatGPT, alors quand vous êtes sur la 3.5, ça va vite. Quand il vous calcule une réponse, il ne fait que de calculs probabilistes et il aligne des mots qui sont calculés selon une probabilité. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ChatGPT n'est capable de dire ce qu'il répond. De justifier ce qu'il répond. Il va pouvoir vous le reformuler sous forme de probabilité, mais il n'a pas de conscience sur ce qu'il fait. Il ne calcule que des mots les uns à la suite des autres. Et d'ailleurs, ça se voit dans la version payante parce que la 4 est assez lente et on voit que ça revient, ça repart, parce qu'en fait, il calcule une probabilité en temps réel. Et c'est fou parce que ça vous donne l'impression que ça vous parle, mais en fait, ça vous parle pas. Ça a appris à parler et ça repousse. Alors c'est génial, mais attention à la base d'apprentissage. Et on verra ça après. Bon, ça, la référence est un peu vieillotte, donc je vais aller passer assez vite. Mais moi, je compare souvent les intelligences artificielles à Matrix. Bon, vous l'avez jamais vu pour vous, parce que vous étiez pas né quand il est sorti, pour le coup, là. Et, oh oui, ça dépend qui. Bon, ok, mais en gros, l'agent Smith, mais je vous invite à aller le voir, parce que c'est quand même un chef-d'œuvre. L'agent Smith qui est au milieu est une IA, et elle fonctionne un peu bêtement comme une IA, c'est-à-dire qu'elle overfit, ce qu'on appelle elle overfit. Son objectif, c'est de taper Neo, hein, enfin de l'identifier, clairement, c'est de l'identifier. Et en gros, elle va apprendre dans la matrice à détecter ce qu'on appelle le pattern de Neo, et après, elle va regarder le flux en temps réel, là, ce flux qu'on voyait en vert, là, et dès qu'elle l'a identifié, bah, elle va le localiser, elle va partir dessus. Voilà, c'est exactement ça. C'est une bonne analogie pour la version 1 de Matrix, parce que le 2 et le 3, après, elle devient plus intelligente, et là, ça sort quand même, ça rentre dans l'ésotérique. Mais clairement, voilà, c'est typiquement comme ça que fonctionne une intelligence artificielle, que ça soit ChatGPT ou autre chose. ChatGPT ne fait que générer des contenus, donc ça, c'est génial. Mais après, dans ce que je vais vous présenter, c'est toujours la même chose. Ok ? Et il va regarder les comportements de Neo dans la matrice. Bon, bref. Bon, bah là, je pense qu'il faut aller sur la notion d'apprentissage pour vous expliquer comment on entraîne un algo. Eh ben, on fait comme avec les enfants. Alors vous êtes de la nouvelle éducation, peut-être qu'on vous a pas appris comme ça, mais moi on m'a appris comme ça. Si je veux apprendre à ma fille ce que c'est qu'un cheval, eh ben je vais lui montrer des photos de chevaux. On va aller se balader en forêt ou dans les champs, puis on va regarder des chevaux. Je vais lui dire ça c'est des chevaux. Je vais lui présenter un âne parce qu'il y a des fois un petit doute au départ. Et puis je vais lui dire bah non ça c'est un âne. Elle va se gourer au début, puis après je vais faire un petit contrôle à la fin et je vais lui dire bah vas-y dis-moi ce que c'est qu'un âne, dis-moi ce que c'est qu'un cheval. Et puis zou, voilà. Ben c'est rien d'autre que ça. On va entraîner un algorithme sur des bases d'apprentissage et après on va le tester. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait avec un algorithme quand notre agent Smith il veut tester? Eh ben on va lui envoyer une grosse base d'apprentissage, mais on va pas lui envoyer tout. Vous voyez, en fait, je lui envoie des signaux dans la matrice et là je regarde. Là c'est Neo, là c'est pas Neo, là c'est Neo, et voilà. Et donc là c'est des signaux. Bon, c'est les mêmes, cherchez pas, j'ai pas changé, mais clairement c'est des signaux. Et ces signaux, on va lui dire bah ok, on te donne que 70% de ces signaux là. Et on te dit, vas-y, apprends. Et il va absorber. Hop, 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 hop. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 4 ans pour ChatGPT. Et une fois que c'est bon, il a appris, on va le tester sur les 30% restants. Et sur les 30% restants, on va lui dire, bah, moi, je t'enlève le résultat du signal. Je t'enlève le résultat, je te donne que le signal d'entrée. Et dis-moi, donc voilà, donc dis-moi sur les 2 signaux d'entrée là, ce que tu vois comme réponse. Lui va donner ses réponses. On va regarder, nous, on connaît la réponse, donc ça tombe bien, on va lui donner. On va mesurer son performance et puis on va dire, bah voilà, là il est efficace à 50%. Bon, franchement, faire ça sur 3 lignes, ça sert strictement à rien parce qu'en probabilité. Data scientist. Bah, le data scientist qui est dans l'entreprise. Le data scientist, c'est son métier en fait de faire ça. C'est de trouver le bon algo, de l'entraîner et de vérifier qu'il a bien appris. Parce que il est facile de faire dire n'importe quoi à une IA, mais alors très très facile. Et d'ailleurs, par défaut, j'aurais pas le temps de revenir dessus, mais ce qu'on appelle l'overfitting,
si je vous en montrais sur un biais dans les données, on peut faire vraiment n'importe quoi. Il faut faire très très attention. C'est pour ça qu'on parle de scientifique, parce que cette personne-là va poser le terrain scientifique et justifier à chaque fois. Pourquoi? Parce que moi, en tant que manager, quand j'entraîne une IA, et au début où j'ai vu ça en 2016, je peux vous dire que j'ai rêvé, j'ai dit « Oh, génial, ça va tout faire ». Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis « Je voudrais qu'il me dise ça, parce que je suis convaincu que c'est ça, en fait ». Et donc, forcément, c'est assez facile de tricher sur un algo pour qu'il dise ça. Et le scientifique, il est là pour vous dire « Mais non, non, moi, ma démarche scientifique, c'est de bien justifier qu'il a bon dans X% des cas. » Et c'est ce qu'on appelle la généralisation, c'est-à-dire pas une réponse précise sur le terrain d'apprentissage, c'est être capable, quand demain on me pose une nouvelle question, de répondre quand même bien, ou plutôt bien. Et ça, la généralisation d'un algo, c'est compliqué. Et même en absorbant le web en entier. D'ailleurs, la généralisation de ChatGPT, je pense que c'est minimum de 3 ans. Des pans entiers de personnes dans les pays du tiers-monde pour valider tout le contenu. Hein. Voilà, c'est ça en fait la réalité de ChatGPT. Donc clairement, pour valider et généraliser au mieux et faire que aujourd'hui, il va pas aller sur des sujets éthiques, il va pas aller sur certains sujets qui paraissent impropres à notre façon de penser, mais qui va pouvoir aussi généraliser dans le contenu. Et ça s'équilibre. Et cet équilibre, après, il y a plein de techniques pour le faire. Voilà. Ça, c'est le boulot du data scientist. Et c'est vachement important. Hein. C'est assez facile. On voit des résultats, mais c'est pas des images. On connaît les résultats, on a déjà des matrices de résultats, on va travailler là-dessus. Et puis les images, ça peut être assez facile, mais nous, une fois, on nous a envoyé 60 000 images d'un coup. Il faut savoir les traiter, et les 60 000, vous les tapez pas à la main. Même à 1 seconde par image, en fait, vous avez des sujets. Donc, il y a des moyens automatiques de le traiter, des moyens automatiques de le valider, etc. J'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais c'est ça. Voilà, vous savez comment on entraîne une IA. Alors, un point qui est important, et je pense qu'il va me le dire, concept de base, le cerveau derrière l'IA. Ouais, bon, ça, il n'y a pas de cerveau. Hein. Enfin, il n'y a pas de cerveau, il y a des bouts de cerveau, mais c'est tout. Apprentissage automatique, exemple concret. Ah, mais il m'a pas dit. La dernière fois, il me l'avait dit, mais moi, je vais vous le dire. Là, je crois que c'est parce que j'ai mis 45 minutes. La dernière question que j'avais fait, c'était 1 heure. L'importance des données. C'est extrêmement important, les données. Pourquoi c'est extrêmement important, les données? C'est parce que vous allez entraîner votre algo par rapport à ça. Si vous l'entraînez sur des mauvaises données, comme on dit garbage in, garbage out, vous avez tous fait de l'anglais, je vous le traduis pas, mais clairement, ça, c'est extrêmement important. Nous, en industrie, des fois, c'est hallucinant ce qu'on a comme biais dans la donnée. Alors, exemple de biais dans la donnée. Ça, c'est un beau biais, ça. Surtout si je vous fais la phrase un peu confusante, il est à croquer. Lequel, laquelle, le quoi, etc. Ça, c'est un exemple de biais. Alors aujourd'hui, les algos sont entraînés, donc ils vont pouvoir bypasser ce genre de choses. Mais attention, ça existe encore, ce genre de sujet, et ça existe beaucoup plus finement que d'afficher ce genre de sujet. Ça, c'est la donnée ambiguë, facile à voir, entre guillemets, bon, il y a une erreur, etc. Attention, maintenant, on a des types de biais qui sont plutôt intrinsèques à la donnée. Exemple. Donc, les premières fois qu'on a sorti des algos de machine learning, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut remplacer qui coûte de l'argent, qui est long, qui est chiant, puis globalement, on n'a peut-être pas besoin d'être humain. En fait, on s'est dit, les juges, allez hop, ça va être plus simple. Surtout dans un pays où on fait de la jurisprudence, plutôt que le texte de loi, on favorise la jurisprudence, c'est-à-dire les États-Unis, et on est assez innovant, et on se dit, tiens, c'est intéressant, on va faire des jugements automatiques par rapport au dossier d'entrée. Ça simplifierait les choses, on est d'accord? Peut-être pas tant que ça, mais ça simplifierait les choses. Et non, on s'est dit, tiens, on va faire un traitement automatique des dossiers d'entrée, et on va juger automatiquement. Et puis on va prendre les anciens jugements comme base d'apprentissage, parce qu'on est obligé. Et qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Ça a marché? C'est automatique, là, depuis la justice, depuis 2015 aux États-Unis? Sinon, Trump serait déjà en prison, non? Donc, qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? Au Texas, souvent, ils sont réputés comme quoi? Ils sont réputés comme très tolérants, très... Alors, on mettait pas forcément plus de gens en prison, mais on en mettait certains plus facilement en prison, oui, c'est ça. En fait, les jugements étaient racistes. Pourquoi? L'avantage aux États-Unis, enfin l'avantage ou les inconvénients, je suis pas là pour juger, mais aux États-Unis, vous avez le droit de mettre le caractère racial de la personne. En France, en Europe, c'est interdit. Et donc, dans l'algo, vous lui dites, bon globalement, je te donne la couleur de peau, je te donne l'adresse, je te donne l'âge, je te donne plein d'infos, je te donne le jugement.
L'algo, il a tendance, que je vous ai dit tout à l'heure, il est quand même assez feignant, l'algo, il va avoir tendance à dire, allez, là où c'est le plus facile. Donc il va le calculer là où il y a le plus de probabilité. S'il y a 80% de noirs qui sont condamnés, il va dire, bon ok, c'est là-dessus que je fit. Et hop, et tout le reste, bah en fait, bah, je m'en fous, à chaque fois que tu me donnes le dossier, je vais regarder, mais globalement, tant que c'est pas probant, je fais pas de différence, et ben je vais fitter sur ce qui est le plus important. Or, comme on a tendance à mettre plus facilement des personnes de couleur en prison, et ben l'algo, il a absorbé le biais des données qui étaient déjà présentes. Et il n'est pas impartial, mais il en a strictement aucune conscience. Il n'a pas d'éthique. Lui, il calcule des probabilités par rapport à des faits, enfin par rapport à ce qu'on lui met à dispo. Donc il y a deux choix, soit on le biaise et on remet d'autres dossiers, mais ce qui est absurde parce que globalement on juge plus par rapport à un terrain d'apprentissage, bah soit on décide de faire d'utiliser plus intelligent l'IA en justice, notamment pour prendre des dossiers parallèles et essayer de retrouver des contextes pour aider à mieux juger. Ça c'est peut-être la bonne idée à faire. Mais le reste, aucun intérêt. Et pourtant l'algo il marche bien. Je peux vous dire que son taux de bon, il est bon, hein. Mais il est bon sur un fit. Voilà. On peut retirer la couleur de peau, hein. Il va prendre l'adresse. Comme ça, c'est les quartiers qui prendront en premier. Ben voilà. Et on peut continuer comme ça assez loin. Le mieux, c'est de traiter dans le jugement et c'est surtout de ne pas remplacer un jugement automatique là-dessus. C'est d'être capable, en fait, surtout de fournir une information au juge pour qu'il prenne une décision plus vite. Mais voilà l'exemple d'algo et de biais intrinsèques. La même chose sur laquelle vous avez une surprésence de données, c'est retrouvé exactement dans le sens inverse par une absence de données. Donc là, en fait, on s'est dit aux États-Unis encore une fois, à l'entrée des urgences, tiens, on va voir si la personne est prioritaire ou pas. Vachement pratique, hein, savoir, parce que c'est vrai que si je viens parce que j'ai mal au doigt ou si je suis en train de faire un arrêt cardiaque, c'est bien de le savoir. Mais pareil, l'algo s'est retrouvé raciste, mais dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, quand vous êtes blanc, vous avez plus de chances d'avoir une sécurité sociale. Donc vous avez plus de chances de vous pointer devant l'hôpital pour vous faire soigner. Sinon, bah, si vous n'avez pas de carte bleue, ça marche pas là-bas. Donc clairement, bah, en fait, par surprésence des personnes blanches, les personnes blanches étaient supposées prioritaires. On s'est ballot, hein, quand même. Mais ça arrive, donc il faut faire attention. Et il y a beaucoup de biais. Il y en a, je crois, 7 ou 8 catégories de biais. Faites bien attention à ça. Donc posez-vous toujours la question quand vous utilisez une intelligence artificielle, où qu'elle soit, sur quelle base elle s'est entraînée. Ça, c'est toujours très important de se poser la question et sur quelle base de référence elle se pointe. Dernier biais, celle-là je l'aime bien, détection d'image. Donc là vous voyez en fait, alors c'est une vieille IA là pour le coup, mais elle dit ça c'est un loup, c'est vrai c'est un loup, là c'est un husky. Alors moi faire la différence entre un loup et un husky j'en suis incapable. Et là elle se trompe là, vous voyez sur en bas à gauche là elle se trompe. À votre avis pourquoi elle se trompe? Elle a pris plein d'autres images. Hein. Vous imaginez, là, je vous en ai fait voir un jeu, mais sur 6 images, vous n'allez pas faire un contenu. Alors, je vais devoir accélérer un petit peu, donc je vais vous le dire assez vite. Ben, en fait, il ne prend pas le sujet, il prend l'arrière. Or, tous les loups ont été pris, malheureusement, dans le jeu de données, sur un fond des jeux. C'est ballot. C'est ballot parce qu'effectivement, ben, on se trompe. Voilà. Donc, il faut faire bien attention qu'il ne va pas overfitter sur aussi d'autres choses. Et en image, ça arrivait, ou ça arrivait, parce que maintenant, on traite quand même assez bien, ça arrivait beaucoup. Ça va? Vous êtes toujours vivant? Alors, comment l'IA fonctionne? Eh bien, on va aller voir comment l'IA fonctionne. Je vais vous présenter que quelques types d'apprentissage, parce que sinon, on en a pour des heures. Les types d'apprentissage en IA, il y en a un qui est assez connu, qui a été les premiers à être utilisés, que moi j'utilise assez régulièrement. C'est ce qu'on appelle la régression. Et ça fait pas régresser le cerveau, mais c'est la régression. Vous en avez tous fait des régressions en TP, en physique, vous vous rappelez? Vous faisiez des mesures et puis il fallait tirer un trait. On vous disait, bah voilà, l'équation, ça marchait jamais, mais clairement, c'était ça. Bah, la régression, c'est la même chose, c'est de généraliser à partir d'une série de données, de généraliser une équation, en fait. Donc c'est la plus simple. Donc je vais lui mettre des points en entrée, les points que j'ai mesurés moi. Par exemple, en bas, là, ça peut être les prix du marché sur le bon coin des appartements par rapport au nombre de mètres carrés. Bon, c'est souvent progressif, c'est-à-dire que plus j'ai de mètres carrés, plus c'est cher. Je parle pas par région. Hein. Je lui mets dedans. L'algo se fit, fait sa régression, je lui renvoie un X ou un Y, et puis il me renvoie un calcul X ou Y, une probabilité. Attention, il me renvoie une probabilité. Voilà. Ça, ben, bon, alors si c'est pour faire une régression linéaire, surtout n'utilisez pas d'IA, hein, parce que ça, alors là, pour le coup, ça va pas être très bon. C'est ce que je vous disais, les algos sont très bons
quand c'est pas linéaire, mais alors ils seront très mauvais quand c'est linéaire. Si c'est linéaire, si vous avez une règle physique qui peut gérer ça, ben en fait, utilisez la règle physique. N'utilisez pas la règle IA, parce que la règle IA risque de faire pire que mieux. Donc quand c'est pas linéaire comme ça, par exemple, voilà un chiffre d'affaires prédit par une IA. En noir, vous avez les points de mesure, hein, et puis après, en bleu, vous avez les points de calculer. Donc vous avez la base d'apprentissage ici, et puis là, vous avez la suite. Voilà, ça c'est typiquement une prédiction de chiffre d'affaires. Alors ça, strictement, si vous regardez en cas d'usage, ça ne sert strictement à rien, si ce n'est qu'à payer très cher un consulting pour le DG, qui est content parce qu'il voit que sa courbe monte. Oh, c'est chouette. Alors là, ce que j'adorerais, c'est que le refaire et puis lui prolonger sans lui parler du Covid, parce que je sais pas si vous apercevez, mais on arrive tout près du Covid. Alors là, c'est incapable de détecter ce genre de choses. Les aléas, tous les risques aléatoires, enfin, là pour le coup aléatoires, ne sont pas anticipables par IA ou pas en tant que tel dans un autre contexte. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur des IA qui vont aller travailler sur des risques et analyser des signaux qui montrent qu'un risque est en train d'arriver. Voilà, ça on peut faire. Mais si on lui fait faire autre chose, elle ne peut pas prédire un risque, sauf si on lui a fait déjà voir. Donc c'est un peu ce qu'on fait en maintenance prédictive, mais je reviendrai dessus. Bon, nous on s'amuse avec du microbien, on anticipe des développements microbiens dans les lignes de production, ça marche assez bien. Donc ça c'est la régression, c'est le plus standard. Hein. Si un jour vous utilisez un algo de machine learning en TP, il y a de grandes chances pour que vous utilisiez ce genre de choses, parce que c'est très facile à mettre en place. Ça peut dire tout et n'importe quoi, mais ça peut dire des choses assez intéressantes. La deuxième que vous connaissez, qu'on a vu beaucoup dans les images, c'est la classification. La classification, c'est en fait lui donner un groupe d'appartenance. Et plutôt plutôt que vous l'expliquer comme ça, je vais vous le faire voir. Allez, on est parti. Voici un classifieur automatique d'images, ici, qui est très pédagogique en plus, et c'est assez génial. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à dire, déjà je vais lui apprendre des classes. C'est-à-dire les classes, c'est lui dire, voici un groupe que je te nomme. Donc je vais dire, cette classe-là, c'est moi. Je vais faire webcam, est-ce qu'il va me voir? Salut, ça va? Hop là, voilà. J'ai pas de deuxième personnage, mais hier, j'ai trouvé ça. Donc je vais faire une classe Dark Vador. Dark Vador. Bon, j'avais pas autre chose. Hein. Webcam, hop. Tac. Ah mince, il appuie pas. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai généré mon dataset. Alors je l'ai fait assez vite parce que c'est en mode webcam, si vous poussez des photos, c'est un peu plus compliqué. Mais là, j'ai généré mon dataset. Mon algo, il est vide là. C'est-à-dire que ce que vous avez là à gauche, là, entraîner le modèle n'est absolument pas entraîné là. Si vous lui posez des questions sur qu'est-ce qu'un Dark Vador ou qu'est-ce qu'un moi, voilà, ça va pas le faire. Ok? Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais l'entraîner le modèle. Donc vous allez voir, il va mettre quelques secondes à s'entraîner. Ça, il y a 7 ans, ça mettait 1 heure. Donc là, lui, il est en train de s'entraîner, il prend à peu près une 50aine d'échantillons parce que je l'ai configuré comme ça, et il me dit, c'est bon, je suis prêt. Et là, il a 2 classes, l'algo, vous voyez? En bas, il va détecter en live, soit c'est moi, soit c'est Dark Vador. Donc, là, c'est moi, vous voyez, c'est 100% moi. Il y a une petite fluctuation quand même, hein. Des fois il fluctue, il est pas trop sûr. Regardez, hop, là, il est pas trop sûr. Et puis là, c'est Dark Vador. Hop, 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 hop. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Donc vous n'avez pas ni Dark Vador, ni Aurélien. Allez-y, pour voir, vous êtes plus proche de qui? Ah, vous êtes plus proche de moi que de Dark Vador, hein, quand même, voilà. Donc, voilà comment fonctionne un classifieur. Alors effectivement, moi je peux aussi faire ça. Là, il va plutôt repérer Dark Vador. Pourquoi? Oui. Son racisme aucun, il y a du noir, donc forcément il détecte qu'il y a du noir. Tout ça pour vous montrer que là, le classifieur il fonctionne comme ça. Mais je peux très bien changer le titre. Et je peux bien dire que c'est pas moi, mais que c'est Toto. Voilà, Toto. Je peux changer ça. Ce qui est très important dans le classifieur et dans cette chose-là, c'est qu'il faut savoir déjà ce qu'on cherche. Pourquoi? C'est quoi votre prénom?
l'or. Quand l'or arrive, l'algorithme est quand même complètement absurde parce que lui, il ne connaît que 2 patterns, moi, ou Toto maintenant, et Dark Vador. Donc forcément, il essaye de se rapprocher de quelqu'un qu'il connaît déjà. Et c'est ça tout l'enjeu. C'est que si j'avais pas prévu que l'or passe devant la caméra, bah clairement, il détectera pas l'or. Donc j'ai une façon de faire, c'est qu'il y a moi, Dark Vador, qui ont le droit, par exemple, de se connecter, et l'or n'a pas le droit, ou tous les autres n'ont pas le droit, donc je vais enregistrer plein d'images de plein de personnes qui ne sont ni moi ni Dark Vador pour faire en sorte que je les mette dans un 3e groupe et que je puisse les traiter, par exemple, en cybersécurité. Je simplifie à mort, hein, parce que on peut aller beaucoup plus loin. Hein? Ben oui, parce que sinon l'algo, vous avez vu, lui, son objectif, c'est de répondre. Donc il répond selon ce qu'on lui a appris. Et là, il continue à répondre que c'est moi, etc. Donc, faut bien faire attention à ça. Et donc, ça dépend de la question, du jeu d'entraînement et de toutes ces petites choses-là qui font la grosse différence. Et souvent, on gagne pas grâce à l'algo, on gagne grâce à tout ce qui est préparé en amont et l'usage. Hein. C'est pas ceux qui gagnent ChatGPT a gagné grâce à, OpenAI a gagné grâce à tout ce qu'il a mis en place. Et pas à l'algo en lui-même, parce que ceux-là, ils sont quasi open source, en fait. Donc ça, c'est important. Donc vous pourrez y aller, je vous laisserai la référence, mais c'est assez rigolo. Vous pouvez le faire avec du son, avec des postures, enfin c'est assez marrant. Donc là, c'est ce que je viens de vous expliquer, nouvelles données, appartenance. Nous, on l'avait fait avec du saucisson, c'était très rigolo. Voilà. Dans un 3e catégorie d'algo, intéressant aussi, puis après j'irai pas plus loin, un algo qui va en fait, qui va catégoriser le spam ou pas spam, qui fait ça et qui a gagné une course poursuite en 2008-2009. Là, vous aviez quand même 5-6 ans. 2008-2009, il y a un service qui a gagné par rapport à tous les autres et vous l'utilisez quasiment tous. Avec Gmail. C'est les premiers à utiliser du classifieur pour les spams. Et je peux vous dire que Enlarge Your Penis, etc., il y en avait qui se battaient à la main pour dire « je supprime ce mot-clé, je supprime ce mot-clé ». Et ils n'en pouvaient plus. Et un jour, Google a dit « bah ok, on va faire bosser notre client ». Il va dire « ça, c'est du spam, c'est rangé dans la catégorie des spams ». L'algo traite, et plus il y a de monde qui cible, plus ça se traite automatiquement. Aujourd'hui, vous avez quasiment plus sur Gmail de spam. Bah, il y a 10 ans, c'était les premiers à le faire, parce qu'en fait, ils ont compris 2 choses. Ils ont dit, bah tiens, on va pas le traiter à la main, parce que c'est compliqué, parce que bah, les petits spammers étaient des petits malins. Et puis clairement, on va faire bosser notre client, principe Ikea qui marche depuis des années avec Ikea, mais que Google a bien compris. Faites bosser votre client et vous avez de la force dedans, parce que c'est vous qui, en mettant en spam, faites le classifieur en fait. Et ça, c'est assez puissant. Après, on va plus loin dans le classifieur, c'est pas aussi simple que ça, mais on est dans ce principe-là. Donc pensez-y parce que ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses vachement intéressantes, notamment pour l'aide à... Il y a le CAPTCHA, je sais pas si vous connaissez, si vous allez sur des trucs de gaming. Bah, le CAPTCHA, ça aide à plein de choses. Ça c'est un élément de sécurité, c'est sûr. Mais de l'autre côté, ça aide à la Google Car à apprendre à conduire et à prendre des zones de conduite, hein, parce que vous détectez un certain nombre de zones. Ben voilà, faites encore bosser votre utilisateur et offrez-lui un service. Ça marche très bien. Donc il y a plein de façons d'avoir du retour, et du retour entre guillemets qui coûte pas très cher. Et voire même, quand ça vous offre un service, c'est assez génial. Un tout petit dernier qui est bien et qui n'est pas encore très poussé, mais qui va fonctionner, notamment, c'est ce que fait ChatGPT quand je lui pose des questions qui ne sont pas éthiques. La détection d'anomalies, c'est-à-dire que quelque chose que je n'ai pas prévu va arriver. Exemple de détection. Donc en fait, là, par exemple, j'ai sur ma courbe, je vais amener quelque chose qui n'est pas un point, et en fait, bah, il va dire, là, il y a une anomalie. Le premier algo va essayer de répondre et dire, voilà, je pense que c'est ça, et il y a un algo qui va venir dessus, qui va surveiller, qui va dire, non, là, il y a un problème, arrête d'essayer. Donc l'anomalie, je suis désolé, c'est pas vous, mais en arrivant là, ça pourrait être un autre algo qui dit, mais non, en fait, ça correspond absolument pas, on est trop loin de Dark Vador et d'Aurélien Verlienne, donc j'arrête l'algo et je dis, attention, il se passe quelque chose. Par contre, je sais pas que c'est l'or, je sais pas que c'est quelqu'un d'autre, mais je sais qu'on est trop loin. Donc la détection d'anomalies sur les photos, ça donne ça. Voilà. Je vous laisse la détecter vous-même. Il y a un espion parmi nous. Et en fait, le détecteur d'anomalies est un peu plus anonyme parce qu'il va pas savoir que dire que c'est un chat. C'est-à-dire que si vous avez un algo qui compte les chiens husky, il va compter les chiens husky, il saura pas dire attention c'est un chat, il va boxer, il va dire stop, il y a un problème. Et après, bah, on envoie ça aux gens du tiers-monde et puis ils le traitent à la main. C'est comme ça que ça marche, hein. Je suis désolé, je suis cash, mais comme ça que ça marche, il va dire bah ça c'est un chat, et puis on va le remettre dans un classifieur, et puis on va continuer à entraîner les choses. Voilà, c'est comme ça que ça marche.
Et ça marche aussi pour les traitements anti-terrorisme sur Facebook, pour les vidéos et les choses comme ça, on en voit souvent parce qu'en fait il y a un détecteur d'anomalies qui dit il se passe quelque chose qui est pas normal mais on sait pas le détecter parce que les vidéos sont pas tournées de la même façon, donc on l'envoie à un modérateur qui lui va qualifier, une fois qu'on l'a qualifié une fois, ou plusieurs fois, ça va commencer à avancer. Nous on s'amuse sur des séries temporelles en maintenance prédictive à faire ça. Là, vous voyez, celle-là au milieu est un problème. C'est une montée en pression d'une pompe, et en fait, au milieu, il y a un problème là, sur celle qui est mise en avant. En fait, et on va compter le nombre de fois où ça se passe, et plus ça se passe de fois, plus il faut aller vite maintenir. Voilà. Exactement comme quand vous démarrez votre voiture le matin, si c'est pas une électrique, et que vous entendez que le moteur répond pas toujours de la même façon, le tout, c'est de compter le nombre de fois où ça répond pas de la même façon pour se dire, là, la fréquence commence à être forte, il faudrait peut-être passer chez Noroto. Ou chez Feu Vert, ou chez... Enfin voilà, je fais pas de pub pour Noroto particulièrement. Et c'est la même chose en maintenance prédictive. On essaye d'anticiper le moment où il faut réparer avant que ça casse, mais pas trop tôt parce que ça coûte plus cher. Ça va? On va sur les usages? Parce qu'il y en a plein des usages, vous allez en voir dans votre vie. J'ai pas envie de le faire, on va le demander. On va le demander à ChatGPT. Allez. Peux-tu me faire une liste exhaustive des usages de l'IA? Alors de l'IA, non. Alors j'espère qu'il va me faire une liste exhaustive et je vais essayer de vous expliquer deux, trois cas. Voilà, reconnaissance d'images et de vidéos. Bon là je pense qu'on l'a vu, reconnaissance faciale, très puissant sur ça, notamment sur Apple, parce qu'ils ont eu des méthodes assez poussées pour le faire, moins sur les portables chinois. Classification d'objets, je pense que je vous l'ai montré, c'était pas des objets, c'était moi et Dark Vador, mais voilà. Analyse de scène, effectivement, alors ça, Netflix, Amazon Prime. D'ailleurs, à votre avis, quel est le plus grand provider de... Non, je vais vous la poser comme question. Amazon, c'est quoi leur métier? Marketplace, vendre des objets. C'est le plus grand vendeur d'objets au monde, avec Alibaba, mais Alibaba, on n'a pas les chiffres. C'est ça leur métier? En fait, ça l'est plus depuis longtemps. Là où ils font le plus gros chiffre d'affaires, les plus grosses marges, c'est dans tout ce qui est services informatiques. Et tous les services qu'ils mettent autour, en fait, servent à vendre du service informatique. C'est bougrement intelligent. Bougrement intelligent. Parce que finalement, en fait, leur plus grande épicerie en ligne ne leur sert quasiment plus qu'à faire des algorithmes de recommandation poussés et à les mettre à display. Amazon Prime, c'est pas juste pour vos besoins. C'est pour commencer à analyser du contenu et faire des scénistiques pour après faire du ChatGPT. Alors, je pense qu'ils sont en retard là-dessus, par contre. Et pourquoi ils ont mis le sport? Pour commencer à travailler sur des détections de patterns, du comptage de ce qui se passe dans des scènes, etc. et commencer à aller encore plus loin. Voilà. Donc, ils ne le font pas gratuitement. Et en même temps, ils réussissent à nous le vendre. Donc ça, c'est chouette, c'est très, très intelligent. Surveillance vidéo automatisée, détection de contenu, etc. Traitement du langage, traduction automatique, ça, je pense que vous en rendez même plus compte. Moi, de mon temps, on faisait le site en anglais, le site en français. Et là, en fait, on vient de me dire que finalement, ça sert à rien. Faites le site dans la langue du business et laissez faire Google Trad en fait. Et vous n'avez pas besoin de faire deux sites, ce qui simplifie beaucoup les choses. Mais c'est quand même dingue, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, c'était impossible de penser à ça parce que ça traduisait tellement mal que ça prenait pas le contexte dans lequel on traduisait, ça faisait de la traduction littérale. Donc voilà, traduction automatique, alors apprenez les langues quand même parce que c'est quand même plus agréable de les entendre. Mais je pense que quelqu'un qui est moins bon en langue, je suis pas le meilleur, avec les traductions automatiques, vous allez faire des conférences avec des personnes, des Chinois, des Japonais. Vous connaissez pas du tout la langue et personne fera l'effort et ça va traduire. Donc ça, c'est un des éléments. Les traducteurs serrent les fesses. Je reste poli, mais ils serrent les fesses parce qu'en fait, là pour le coup, le métier est complètement macrophagé. Sauf à un endroit. À votre avis, quel endroit? Mais il n'y a pas de la place pour tout le monde, c'est super. Entre chefs d'État, oui, sûrement, quoique ils vont nous sortir un robot. Je suis sûr avec avec Emmanuel, on va avoir un robot à un moment. Mais non, c'est un endroit où c'est assez particulier. Là, la traduction est pas très bonne. Traduction de roman. Pourquoi? Parce que vous avez un sens littéraire. Et en fait, il y a plein de façons de le traduire, il y a plein de façons de l'interpréter. D'ailleurs, on revoit que plusieurs fois, on refait des traductions en fonction des époques. Et d'ailleurs, on peut acheter le livre en français d'il y a 50 ans, traduit en français maintenant, et c'est plus du tout la même interprétation.
Et ça, bon, de toute façon, le marché est tellement de niche que ça n'intéresse aucun des traducteurs automatiques. Mais ça, voilà, mais il n'y a plus de la place pour tous les traducteurs. Bon, chatbot, assistant virtuel, on n'en voyait pas beaucoup parce que c'était pas très puissant, ou on se moquait, parce que moi je me rappelle de la Fnac, il y a 10 ans, il avait sorti un chatbot et on lui posait n'importe quoi, ça savait pas répondre. Avec l'IA générative, quand même, c'est l'avenir. Hein. Moi, je suis en train d'en développer pour la boîte dans laquelle je viens d'être acheté. Ouais, enfin, on va peut-être pas faire sous forme de chatbot, mais ça va être, l'assistant virtuel va être quand même assez énorme. Analyse de sentiments, alors ça c'est génial pour savoir si vous avez envie d'acheter ou pas, hein, quand vous faites une pute de Nutella à 22h sur YouTube pour voir, alors on n'a pas le droit de vous filmer, quoique il y a des services, notamment aux États-Unis, où vous autorisez de filmer et vous avez Netflix gratuit. Hein. C'est chouette, comme ça on voit si vous êtes content. De la pub qu'on vous propose, résumé automatique de texte, bon bah ça c'est évident, je pense que vous avez tous, alors tricher ou pas tricher, hein, pour faire un petit résumé d'un livre que vous n'aviez pas envie de lire. Traitement du langage naturel, j'en ai parlé. Médecine et soins de santé, diagnostic médical. Alors ça, sous réserve que les médecins ne se vexent pas. Mais clairement, aujourd'hui, les algos sont bien meilleurs en traitement des radios, en traitement des électrocardiogrammes. Ça se trompe moins souvent l'algorithme que le médecin. Par contre, pour annoncer à quelqu'un qui a un problème cardiaque ou qui a un cancer du poumon, on n'a peut-être pas forcément vu d'avoir un bouton rouge qui apparaît en disant bah voilà, vous avez un cancer, 80%, vous allez mourir dans 3 mois. Non, je pense que là, il faut un peu d'humain. Bon, est-ce que les médecins sauront se réinventer? Je pense que malgré eux, ils vont être obligés parce que force est de constater que la machine est meilleure qu'eux sur la partie analyse. Sauf certains cas très particuliers où il y a un flou. Mais bon, voilà. Détection de maladies, gestion des dossiers médicaux automatiques, voilà. Donc là, vous imaginez les pans entiers de tâches qui vont pouvoir qui vont devoir se réinventer. Développement de médicaments, ça nous on travaille sur des nouvelles formulations, pas dans le médicament, nouvelles recettes. Ça c'est encore le balbutiant, mais il y a plein de choses à faire et en cosmétique aussi. Finance, bon, gestion financière, ça fait des années hein, que le traitement automatique de la finance, c'est de la time series la finance. Hein. Je veux dire, ça rapporte gros, mais c'est de la time series, donc ça fait des années que c'est déjà le cas. Et la prévision financière permet d'acheter des actions, revendre, enfin ce qu'on appelle de l'hypertrading. Ça fait des années que que les Jérôme Kerviel, il y en a presque plus. C'est piloté quasiment automatiquement par des algos aujourd'hui. Détection de fraude, ça c'est vraiment encore en cours et il y a plein de choses à faire. Détecter des patterns de fraude qui correspondent à un historique pour vérifier notamment des intrusions dans les systèmes logiciels, ça c'est extrêmement intéressant. Par contre, bah, ça vous dit attention, il se passe peut-être quelque chose, mais allez voir. Et il faut savoir aller chercher le message. Robotique, forcément, ça on va en voir de plus en plus, même si le robot humanoïde n'est pas encore là et puis on n'est pas prêt à ce qu'il soit là. Contrôle de la chaîne appro, maintenance prédictive, j'en ai parlé. Vous voyez, il manque plein de choses en industrie, hein, parce que je peux vous sortir plein de cas. Mais c'est vrai que ça automatise un certain nombre de tâches. Marketing, publicité, bon ça vous le savez, personnalisation des annonces. Transport, conduite autonome, bon on n'y est pas encore, mais ça va arriver sur des minibus notamment, sur des petites lignes. Optimisation des itinéraires, vous l'utilisez tous les jours avec Waze, etc. Gestion du trafic. Énergie, bah, j'aimerais bien, mais on n'y est pas encore. Mais gestion des consommations d'énergie, notamment des productions pour les pics, ça c'est extrêmement intéressant. EDF utilise des modèles depuis longtemps, basés sur de la météo, et ça va être quand même assez intéressant. Gérer les centrales nucléaires, parce qu'on va repartir sur des parcs nucléaires, et il y a des enjeux, donc si un jour vous avez le choix entre un emploi, je sais pas moi, dans le marketing ou de la finance ou le nucléaire, bah franchement je vous conseille d'aller dans le nucléaire, parce que vous avez du boulot pour 100 ans. Et comme la retraite va reculer, ben, globalement, je vous conseille. Agriculture, précision, etc. Ça, il y en a déjà énormément aux États-Unis. C'est facile, les champs sont droits. Quand on a des champs avec des haies, comme dans le bocage normand, c'est plus compliqué. Le droit, c'est très utilisé et automatisé aujourd'hui. Ouais, j'ai noté. Le droit, c'est très utilisé aujourd'hui et je pense pas assez, mais il y a encore, il y aurait moyen de traiter des choses plus automatiquement. Bon, allez, je vais pas tout faire parce que sinon on n'y est pas. Science, on en a plein. L'artistique aujourd'hui est très challengé là-dessus. On génère du son, on génère des images, on génère des tableaux, on génère des vidéos. Donc en fait, la partie artistique, c'est ce que je vous disais, en fait, il y a des gens qui vont continuer à créer qui vont continuer à créer tout seul, mais le mass média, c'est plus la peine de faire... Enfin, soit vous avez une particularité artistique, soit vous n'avez pas de particularité. Donc pour résumer, parce qu'effectivement j'ai été plus long et voilà, en fait, l'IA, ça va généraliser, allez, je dirais entre 20 et 60% de certaines tâches qu'on avait l'habitude de faire, qui étaient distribuées dans nos métiers.
Donc en fait, moi si j'ai qu'un conseil à vous donner, comme ça je vais pas passer sur les limites de l'IA et comme ça je vais... En gros, c'est il y a un truc qui pourra pas remplacer, c'est votre originalité. Vous voyez, j'ai fait mon plan sur IA avec ChatGPT. Je pense que mon originalité, ma raison d'être et ma présentation étaient assez particulières pour que j'espère vous en souveniez, et surtout qu'elles me correspondent. Et en fait, c'est l'enjeu de demain, c'est de pas formater et de pas se formater dans des métiers où vous allez plus faire de répétitif, mais vous allez challenger constamment sur faire des choses nouvelles ou des choses contextuelles plus complexes. Donc ça va peut-être pas servir tout le monde parce qu'il y a des gens qui savent pas faire. Alors, gens qui savent pas faire, je suis pas sûr parce que je pense qu'on les a surtout pris pour des cons. Mais clairement, ils ont pas. Mais il y a des gens qui savent moins faire. Et ben toutes ces personnes-là vont être embêtées parce qu'elles vont être remplacées, automatisées. Mais par contre, si vous savez être original, si vous savez réfléchir, si vous aimez des contextes plus compliqués, ben on vous fera prendre des décisions plus compliquées. Parce que sinon c'est simple, on va remplacer votre emploi si c'est juste faire du transfert de papier, faire des choses qui étaient évidentes, mais qui n'étaient pas automatisables jusqu'à maintenant et qui dans les 10 prochaines années vont par contre l'être très fortement. Donc ouais, alors je vais pas aller dans la singularité, mais clairement, la singularité de chacun. Oui, voilà, sachez, voilà, j'ai compris, parce que je pensais que vous alliez me parler de singularité de l'IA. Mais oui, voilà, votre singularité, sachez la mettre en avant, parce que demain, moi, par exemple, je vais recruter plutôt sur ça, sachant que effectivement, des développeurs qui savent développer, ça va se générer automatiquement. Par contre, quelqu'un qui sait me penser un système et qui sait bien piloter pour que ça avance, bah là, ouais, ça va être intéressant. Donc, non, mais par contre, elle accélère un certain nombre de processus et c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est ça. C'est ça. Exactement. Donc, en gros, vous allez pouvoir traiter beaucoup plus, mais avoir des contextes de décision beaucoup plus compliqués. Et c'est là-dessus que on va vous attendre dans vos environnements professionnels. Et l'enjeu il est là. Et donc sachez développer cette partie-là, parce que effectivement les tâches répétitives, vous en aurez, mais où ça sera plus les mêmes. Voilà, clairement. Donc faites bien attention à ça. Et puis voilà. Puis il y a une chose que l'IA voit pas, parce que là j'en ai pas parlé, mais c'est quand même extrêmement important. Tout ça c'est très énergivore. L'énergie commence à manquer. Donc clairement, on va avoir aussi des limites. Ces limites, ça peut être assez catastrophique aussi. Mais clairement, là, l'utilisation de ChatGPT, c'est une tannée en termes d'énergie. Donc je l'utilise moi aussi, mais ça c'est un des enjeux. On va être rationné sur ces parties-là, c'est quasi sûr. Donc il faut aussi savoir réfléchir à l'usage qu'on va pouvoir en avoir de ces choses-là. Donc là je vous le remets, mais l'enjeu énergétique demain ne sera pas traité par l'IA, il sera traité par des humains. Mais par contre l'IA pourra aider à mieux prendre des décisions sous réserve qu'on soit conscient et qu'on sache passer au-delà de nos peurs. Et là l'IA elle peut pas vous aider là-dessus. Voilà, je vous remercie, vous êtes bilingue en IA.